Et là, il lui dit, mais où est-ce que j'ai mis mon stylo? Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve pour notre 28e vidéo news, le format dans lequel on parle de l'actualité ludique. C'est la dernière de l'année. La semaine prochaine, on ouvrira les cadeaux. Voilà, Sylvain est content. Les cadeaux. Et on répondra aux questions de la FAQ. Oui, les cadeaux. Vous pouvez plus nous poser de questions parce qu'en fait, on va enregistrer la vidéo de la semaine prochaine juste après cette vidéo-ci. C'est-à-dire qu'on ouvre les cadeaux juste après. Bah nous oui, mais vous le verrez la semaine prochaine. Bah oui, On mais va ça sera commencer. aujourd'hui par rapport à... Comme chaque semaine, par remercier nos soutiens sur Tipeee. Donc Tipeee, on le rappelle, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez nous laisser des dons et ça contribue fortement à aider la chaîne, donc merci à vous. Et j'ai rajouté les paliers, parce que c'est une idée de Jules qui nous a suggéré de mettre les paliers parce que je les ai mis à jour sur Tipeee justement pour correspondre davantage à nos besoins. Je ne vais pas en parler davantage tout de suite dans l'introduction, on en parlera dans la rubrique Notre Actu. On remercie Nicolas Gérard qui travaille à Maubeuge, c'est là que j'ai été au lycée, il travaille dans un lycée à Maubeuge justement. J'ai toujours énormément d'émotions quand je repense à mon enfance, à ma ville. Okay. Enchaîne. Et également Dove, on remercie également Dove pour sa contribution. Le sommaire de cette émission, on va commencer par vous présenter les jeux auxquels nous avons eu accès, qui sont sortis récemment. Ensuite, on parlera des festivals. On enchaînera avec notre rubrique YouTube, on parlera de quelques vidéos qu'on a bien aimées cette semaine. Et on parlera également de l'actualité du monde ludique, puisque cette semaine, il y a eu deux prix qui ont été remis, le Trick Track d'or et le Diamant d'or. Ensuite, on parlera de notre actualité. Et on terminera par notre rubrique concours, oui. Les jeux qui sont à gagner. On met beaucoup de cœur sur les concours maintenant. On a envie de faire des choses qui sont originales et rigolotes. On fera le point en fin d'émission. Adara, c'est le nouveau jeu de Benjamin Schwer. On l'avait testé à Cannes. Ouais. On avait eu la possibilité de le découvrir sur le stand Asmodée. On avait beaucoup aimé à l'époque. On n'avait pas terminé la partie. Ça m'avait un petit peu déçu parce que c'est un type de jeu qui me convient tout particulièrement. Alors après, si je peux te rassurer, à Cannes, t'étais vraiment en train de perdre. Donc je pense que c'est bien qu'on n'ait pas fini la partie. Tu es sûr de ça? Ouais. Je suis pas sûr de ça. Okay. Je pense que j'allais très largement en train de gagner, comme j'ai gagné la partie qu'on vient de jouer tout de suite, assez largement également. 160 points pour toi, et moi j'ai eu 160 points. Mais j'avais plus de sous, donc j'ai gagné assez largement. Adara, c'est un jeu dans lequel on va faire une civilisation. On commence dans l'époque antique, c'est le thème de base, et on va se développer en posant des cartes. Et c'est la raison pour laquelle pas mal de monde s'amuse à comparer ce jeu à Seven Wonders. Parce qu'il y a également 3 âges, voilà, 3 paquets de cartes différents qui vont évoluer. Il y a des cartes de couleurs différentes, des rouges, des bleus, des violettes. Enfin, c'est les mêmes couleurs en plus que dans Seven Wonders. Les couleurs sont les mêmes, l'idée des 3 âges c'est la même chose, mais par contre mécaniquement, les deux jeux n'ont rien à voir. Non. Bah non, parce que dans Seven Wonders, le cœur du jeu, c'est un draft. Ici, c'est un marché, c'est un petit peu différent. On va avoir des cartes qui sont positionnées sur un plateau central, et chaque joueur, à son tour, va pouvoir prendre des cartes dans le tas qui correspond à son emblème. Symbole, son emblème. On a une petite emblème sur son plateau de jeu, et à son tour de jeu, on va prendre des cartes qui correspondent à son emblème. Donc moi, si je suis en vert, je vais prendre dans le paquet vert 2 cartes. Alors, on a remis des cartes, mais en fait, on avait fini la partie, donc il faudrait simuler un petit peu un tour de jeu. Je prends 2 cartes dans ce tas vert, je regarde. Les cartes ont un coût en pièces de monnaie. Elles ont aussi des bénéfices qui vont nous permettre de progresser, notamment sur des pistes, qui vont nous permettre de faire des choses. Comme d'habitude, on ne vous explique pas la partie, mais sachez que plus on augmente dans les bénéfices, plus on aura de facilité à avoir des sous, à poser des cartes, à poser des éléments de scoring dont on a absolument besoin. Et que comme dans tous ces types de jeux, il faudrait pouvoir avancer sur toutes les pistes et on n'y arrive pas. C'est là tout le cœur du jeu, c'est problématique. Essayer d'équilibrer sa montée dans chacune des pistes, voir ce qu'on veut essayer de faire. Ça peut être gagner ici des colonies qui nous rapporteront des points, gagner ici des petites sculptures pour gagner également des points. Enfin, tout le cœur du jeu est basé là-dessus. On veut tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Donc à son tour de jeu, on prend les 2 cartes d'un paquet qui correspond à notre emblème. On en choisit une seule, qu'on va payer éventuellement ou défausser pour gagner des sous. Et la suivante, on la pose face visible, et d'autres joueurs pourront la prendre dans une deuxième phase du jeu, une fois qu'on s'est réparti toutes les cartes de cette façon-là, en faisant tourner le petit élément central qui nous permet de choisir des tas. Une fois qu'on les a tous pris et toutes posées face visible, on enchaîne une deuxième phase de jeu, où cette fois-ci, on va prendre les cartes face visible, qu'on aura vues avant, sur lesquelles on aura pu réfléchir et anticiper peut-être des stratégies. On va les prendre de la même façon, soit en les défaussant pour gagner des sous, soit en les payant pour pouvoir gagner leurs bénéfices. On va faire ça pendant 3 âges. Donc évidemment, plus les âges vont augmenter, plus les cartes seront chères, plus les cartes seront intéressantes également. Et à la fin du 3e âge, celui qui a le plus de points remporte la partie. C'est un jeu
très très simple dans l'explication parce que je prends des cartes, j'essaye de les payer, ça me génère du revenu, je vais pouvoir en prendre d'autres éventuellement. C'est simple, c'est super simple. C'est même Le principe du marché, tout le monde le connaît parce qu'il existe dans plein de jeux. Le marché, c'est-à-dire le système dans lequel on a des cartes au milieu de la table et on va choisir celle qui nous intéresse le plus. Il est un petit peu amélioré avec ce système de roues qui est très bien vu. Et avec l'idée de défausser des cartes en se disant je pourrais essayer de la récupérer dans la phase B en espérant que ce soit pas un autre joueur qui la prend. Enfin, c'est très malin ça. C'est pas du tout à fait familial, on va dire que c'est du familial plus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir y jouer même avec des enfants à partir de 10 ans, je dirais. Je sais pas ce qu'ils mettent exactement sur la boîte, ils mettent 10 ans, c'est ça. Bravo. Mais c'est vraiment 10 ans. Ouais. À 10 ans, on peut, si le joueur, l'enfant de 10 ans est sensible à ce type de jeu, il pourra y jouer, c'est vraiment pas un problème. Et en termes de sensations ludiques, j'adore ça. J'adore ça parce qu'on est tout le temps en phase de petits choix. On y a joué que 2 fois, donc on n'a pas encore beaucoup de recul sur la profondeur de jeu. Ça, le recul, on vous en fera part dans nos autres formats. Si on refait des tops, et on a prévu de refaire des tops, on en reparlera peut-être. Il y a des chances qu'ils viennent dans mes tops, parce que c'est vraiment le type de jeu que j'adore. Là, tout de suite, j'ai envie d'y rejouer, et d'y rejouer, et de le faire découvrir. Et ce sentiment d'avoir très envie de faire découvrir un jeu à d'autres joueurs qu'on apprécie, et on se réjouit à l'avance de leur sortir le matériel, de leur expliquer, et de les affronter dans la partie, c'est un sentiment que j'adore. C'est évidemment un jeu qui va rentrer dans ma ludothèque et qui va ressortir pendant quelques soirées. Ce n'est pas une nouveauté, mais plutôt une refonte technique que ce nouveau Caylus. Tu vas articuler comme ça toute la vidéo ? Oui, c'est... On fait le côté histoire, mais allez, un peu de punch, on va vite. Donc c'est Caylus qui était déjà sorti en 2005, puis ressorti plusieurs fois. Il ressort une nouvelle fois en 2019. C'est mieux ? Caylus. Alors Caylus, j'avais plusieurs versions. La première version, je ne l'ai pas, mais j'ai la deuxième version, celle qui est sortie en 2012. Tu vas vraiment faire ça aussi ? C'est le côté histoire. Oui. Moi j'ai la deuxième version de Caylus, celle qui est sortie en 2012. La première c'était un peu moche, la première boîte, mais à cette époque-là, le graphisme c'était pas vraiment le plus important dans un jeu de ce type-là. Celle-ci avait été revue et corrigée, améliorée. C'était le premier jeu de placement d'ouvriers, celui qui a lancé la mode, et c'est un style de jeu que j'adore. Ça a longtemps été mon jeu favori, Caylus. Il y a eu une deuxième version qui a été très très peu diffusée, cette boîte-là, qui est sortie en 2007, donc non, il n'y avait pas d'anniversaire particulier, c'était juste pour se faire plaisir et pour avoir des graphismes particulièrement jolis, et donc mais là, on avait... particulièrement injouables. Et c'était la même jouabilité. C'était exactement les mêmes mécaniques, mais là-dedans, le plateau était complètement injouable parce qu'on ne voyait rien. Le graphisme était tellement joli on aurait pu l'afficher, mais pour jouer avec, il faut quand même une ergonomie, ce qu'on appelle une ergonomie. C'est ça, une ergonomie. Exactement. Et il y a ça qui est le jeu de cartes. La version jeu de cartes, quand un jeu a du succès, vous le savez, il y a souvent une version jeu de cartes. Caylus a eu sa version jeu de cartes. Ok, donc ça c'était 2005, 2007, 2012, et donc là nous sommes en 2019, et Exactement. Space Cowboys ressort aujourd'hui la nouvelle boîte de Caylus, qui cette fois-ci, je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une refonte esthétique, mais également au niveau des règles. Il y a une petite refonte, il y a en tout cas un allègement au niveau des règles. Ça ne devient pas pour autant un jeu familial. Caylus, c'est quand même un jeu dans lequel on va réfléchir. C'est aussi un jeu dans lequel il va y avoir des moments où la partie ralentit parce que certains joueurs sont en train de se creuser la cervelle pour ne surtout pas rater leur coup. Il me faut ça, je vais avoir besoin de dépenser des ressources là-bas, je voudrais bien construire un bâtiment. Il y a tous ces aspects-là qui font qu'avec certains types de joueurs, vous le savez, si vous jouez à ce genre de jeu, ça ralentit un peu, comme dans tous les jeux de placement d'ouvriers. C'est toujours un jeu de placement d'ouvriers. Le jeu se déroule en 2 phases. La première phase, on a des petits meeples devant nous qui sont des ouvriers que l'on va placer. On va placer sur des bâtiments qui sont déjà construits en début de partie. À ton tour, tu places également sur un bâtiment, puis moi, je me place sur un bâtiment, toi, etc., jusqu'à ce qu'on arrête de se placer. À ce moment-là, on va faire la phase, on retire nos personnages et on récupère nos ressources. On résout donc les actions qui Exactement. sont... Première différence avec le précédent Caylus, on pouvait récupérer nos personnages, fallait les payer en fait quand on les plaçait, donc il y avait un système d'argent. Cette fois-ci, il n'y a plus d'argent, les personnages qu'on a utilisés, on les défausse, on ne les récupère pas. Okay. Ce qui fait que pour les récupérer, il va falloir également gérer ces personnages. Pas tous les jouer n'importe comment, ils sont vraiment précieux. On en récupère à la fin du tour, on en récupérera également si on a certains types de bâtiments, mais ça fait partie de la gestion. Il y a une autre différence sur laquelle je vais insister aussi par rapport au Caylus de base, si vous le connaissez, et c'est peut-être le cas, c'est probablement le cas si vous êtes un joueur qui jouait depuis quelques années, il y a des personnages cette fois-ci. On commence la partie avec un personnage qui a un petit pouvoir. Dans le jeu de base, on pouvait se placer au château pour gagner des points de victoire. Cette fois-ci, on va se placer là-haut également. Il n'y a plus de château, il est en construction. Et on va pouvoir dépenser 3 ressources, dont un jambon, pour pouvoir acheter un personnage.
Et là, il y a deux choix. Soit on achète un des personnages qui sont au marché qui est en haut, on le rajoute, on a un personnage de plus, on aura des bénéfices en plus, et on bénéficie d'un des bâtiments qui sont là, donc double effet, c'est très intéressant. Soit on va le piquer à l'adversaire. Et cet aspect-là n'existait pas du tout dans le précédent Caylus, il n'y avait pas ce genre d'interaction un peu fourbe, un peu vache, parce que forcément on va argumenter pour ne pas se faire piquer chez soi, pour essayer de se protéger. C'est une dimension d'interaction qui se rajoute, qui plaira pas à tout le monde, hein. Ça faut être très clair dessus. Le côté interaction comme ça, piquer, embêter les autres joueurs. Moi j'aime pas toujours, ça dépend vraiment du public autour de la table. Le dernier aspect, c'est qu'on va gagner des points de victoire qui cette fois-ci sont face cachée. Ces points de victoire-là, on les empile. Les autres joueurs ne savent pas combien vous avez de points de victoire. Et du coup, en fin de partie, vous n'allez pas perdre les 10 minutes de la fin quand certains joueurs veulent tout calculer. Ah, mais toi, tu as 46 points, plus 12, plus là, tu vas faire ça. Du coup, il ne faut pas que je fasse cette action. Ça, c'est bon. Ça, c'était le cas de l'ancienne version. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus... À part avec certains joueurs autistes qui sont capables de le faire. Mais à ma table, en tout cas, moi, je ne suis pas capable de le faire. Donc, je ne calcule pas. Je vais jouer davantage à l'instinct en me disant, bon, bah, peut-être lui a l'air d'être bien parti. Et moi, je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Donc on gagne un peu de temps là-dessus aussi. Ok. Évidemment, il est dans ma bibliothèque et il est en bonne position. Très bien. Est sorti très récemment chez Igari, Invictus. Donc Invictus, c'est quoi? C'est un jeu qui va être sous la forme de deck de cartes. Donc il en existe 3. Comment ça marche? C'est très simple. On va pouvoir acheter donc un deck ou plusieurs decks. Donc chaque joueur devra avoir un deck. On va composer ensuite son deck pour pouvoir jouer. Et il s'agit d'un jeu d'affrontement pour 2 ou 4 joueurs. On se construit son deck en prenant des cartes de différentes couleurs, en les panachant un petit peu. On essaye d'avoir un deck un peu original. Ça fait penser évidemment à tous les jeux de cartes à collectionner, ou les jeux de cartes évolutives comme on dit maintenant, parce qu'il y a de moins en moins de cartes avec des blisters dont on ne connaît pas le contenu. Même si c'est le cas pour Keyforge quand même, hein. On ne sait pas ce qu'on va avoir dans nos boîtes. Mais voilà, pour celui-là, c'est vraiment pas le cas. On a vraiment ces 3 decks qui existent. Si vous achetez 3 fois celui-là, vous aurez le même contenu à l'intérieur. Les decks sont fixés. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas ce côté où il faut vraiment mettre beaucoup d'argent pour avoir un meilleur jeu qu'un autre. Non, les prix sont fixés, vous avez les 3 boîtes et vous avez de quoi faire pour faire beaucoup de parties. Il y aura d'autres boîtes qui vont sortir en 2020. Si je ne me trompe pas, et je parle sous le contrôle de Raphaël, qui nous a envoyé les jeux, on le remercie vivement. Raphaël qui est l'éditeur. Il y en aura 9, donc un petit peu début 2020, et de nouveau 3 qui sortiront à la fin 2020. D'accord. Si j'ai bien tout compris. C'est un jeu qui se rapproche effectivement de cette gamme Keyforge, Netrunner, tout ça, mais qui est assez différent dans le type de jeu. Je trouve que mécaniquement, il y a aussi une parenté avec... j'ai envie de dire les jeux abstraits, mais c'est pas du tout un jeu abstrait parce que beaucoup d'informations sont cachées, mais dans le positionnement, dans le plateau qu'on va constituer, parce que d'une certaine manière, il y a un plateau qui se déroule sur la table. Ici, on a positionné les cartes face cachée pour le symboliser. Exactement. Il y a 2 lignes de front. Chaque joueur va constituer une armée avec des cartes qui sont situées sur la première ligne, des cartes qui sont situées après sur la seconde ligne, avec une série de mécanismes qui va faire qu'on va pouvoir attaquer les adversaires. Mais aussi, et c'est ça je trouve qui diffère vraiment avec un jeu de type Keyforge ou Magic, mais aussi des cartes qu'on va positionner de côté avec des notions de majorité. Et le côté jeu abstrait, je le retrouve vraiment parce que, évidemment, donc, il y a de la pioche, il y a beaucoup de hasard, mais quand tu parlais du damier, chaque personnage, chaque attaquant va avoir sur le damier une condition de placement pour pouvoir attaquer l'autre. Par exemple, là, on voit sur cette carte-là que, vu où je suis positionné, je pourrais attaquer ce joueur-là. Ce qui servira à rien parce qu'il a plus de défense, donc évidemment, il y a de l'attaque à gérer, de la défense à gérer. Une gestion des cartes, comment on la joue? Est-ce qu'on la joue pour attaquer, pour se placer? Est-ce qu'on la joue en soutien, c'est-à-dire on va faire le pouvoir d'une carte? Ou est-ce que, comme tu disais, on la joue pour faire des majorités? Donc on peut gagner la partie de 4 manières différentes. Oui, on va passer très très rapidement dessus comme d'habitude, hein. On ne va pas rentrer dans les détails dans ce format de vidéo. C'est ça. Et on en parlait tout à l'heure, l'idée très intelligente du deck, c'est que par exemple, moi, sur ce deck-là, j'ai des cartes vertes. Je peux tout à fait dire, eh bien, pour la partie suivante, je vais plutôt prendre des cartes vertes d'un autre deck. Donc, on a les premières parties qui sont des parties découvertes. On va prendre plaisir à découvrir chacune des attaques, chacun des personnages. Et ensuite, on va réussir à composer son deck, modifier un petit peu son deck, mettre plus de vertes, moins de rouge. La seule condition, c'est qu'il faut 20 cartes au total, plus son leader. Et ensuite, on fait ce qu'on veut de son deck, de la création de son deck, et on essaie de créer le jeu de cartes le plus efficace possible contre son adversaire. Quand vous regardez nos vidéos, vous voulez savoir si le jeu peut vous correspondre ou pas. Moi, quand j'ai découvert Invictus, je me suis méfié un petit peu parce que j'aime beaucoup les jeux de cartes évolutifs dans lesquels on construit des decks, mais on se rend compte qu'on n'a plus le temps. Et c'est pour ça aussi que Keyforge a rencontré un certain succès dernièrement, parce que d'un seul coup, on n'est plus obligé de construire son deck.
Ici, bah, je me méfiais. Je me suis dit, peut-être qu'il va falloir que je construise, peut-être qu'il va falloir que j'analyse, que j'affronte des adversaires et que j'enchaîne des parties et des parties pour commencer à prendre du plaisir. Finalement, ce jeu me correspond plus pour mon caractère de joueur tel qu'il est aujourd'hui, parce que dès la première partie, on a toutes des réflexions et des réflexions stratégiques qui ne sont pas que liées à la construction du deck. Parce que souvent, dans un jeu comme Keyforge, ou comme Magic surtout, il faut bien connaître les cartes qu'on a, celles qui vont arriver, et c'est plutôt l'enchaînement qui est très important, la réflexion sur l'enchaînement. Ici, il y a une réflexion stratégique sur la façon dont on joue, sur la pression qu'on donne à son adversaire, qui va faire penser, et c'est pour ça qu'on parle d'un jeu abstrait. Dès la première partie, on s'amuse vraiment sur cet aspect-là. Le jeu de la catégorie style 27 semaines, c'est Soviet Kitchen. C'est également un jeu d'Igari. On vient de présenter un jeu d'Igari. C'est ça. Donc on présente un second jeu d'Igari. Il n'a strictement rien à voir avec le premier. Il y a une musique, il y a une application. C'est ça. On va pas mettre la musique toute la vidéo, si tu veux bien. D'accord, mais quand même bien. Allez, c'est bon. Ok. Donc Soviet Kitchen, c'est un jeu dans lequel on va faire la cuisine. Ouais. Mais on se retrouve dans l'Union soviétique. On n'a pas beaucoup de moyens. C'est pas un jeu qui est très... Politiquement correct. C'est pas un jeu qui est très communiste friendly. D'accord. Je pense qu'il ne donne pas une très très bonne image de l'Union soviétique à l'époque du communisme, puisqu'on fait la cuisine, mais on fait la cuisine un peu avec n'importe quoi. Avec ce qui nous passe sous la main, oui. Donc ça peut être des bons ingrédients comme du chou, ça peut être des ingrédients un petit peu moins bons comme un marteau, des ongles, des choses comme ça. Bref, comment ça marche? C'est très simple. Donc l'application, on la lance, on va faire une campagne. On va être 2 joueurs, par exemple, pour vous montrer l'exemple. On va commencer sur le front, on va prendre cette mission-là, parce que vous avez des missions avec des achievements, donc des systèmes de points qui vous permettent de gagner des étoiles, donc il faut vraiment essayer de faire le meilleur score possible. Vous avez une petite histoire qui est racontée, puisqu'on est dans le mode campagne, et ensuite c'est l'application qui va vous dire ce qu'il faut faire. Donc comme tu le disais tout à l'heure, c'est un jeu dans lequel on va devoir faire la cuisine, sauf que la cuisine, on va devoir la faire simplement avec les couleurs. Comment ça marche? On va déjà mixer, on va mettre un petit peu de son pour le mixeur. Voilà. Ça a été un peu vite là, parce qu'on voyait une saucisse bleue et du chou vert. Donc on va essayer de fabriquer une saucisse bleue et du chou vert avec nos ingrédients. Et nos ingrédients, c'est là que vous allez voir le côté un petit peu décalé du jeu. Ah, attends, ça c'est une carte vierge, parce qu'on peut également créer ses propres cartes. Nos ingrédients ne correspondent pas vraiment à des plats alimentaires. Par exemple, moi, j'ai envie, je suis obligé de toute façon de jouer quelque chose pour faire de la saucisse bleue. Et ce que j'ai de plus bleu, finalement, ce sont des mythes. Donc, normalement, tu n'as pas le droit de me montrer la carte. On peut discuter entre nous, parce que c'est un jeu coopératif. On va discuter les uns avec les autres. Il y a un petit QR code au dos des cartes. Il y a évidemment un appareil photo sur l'iPad. L'iPad a photographié le dos de la carte. Il a analysé. Il se rend compte que c'est du violet. Tu vas essayer de trouver quelque chose, une carte qui peut nous permettre de faire de la saucisse. Les mythes, c'est pas mal, mais il y a peut-être meilleur. Et donc, faut pas oublier que c'est un jeu coopératif dans lequel on a tous des cartes donc avec différentes couleurs. Je vais vous le montrer là-haut. Regardez, ne regarde pas, t'as pas le droit de regarder. Pardon. On a le droit de discuter entre nous, dire j'ai des cartes jaunes, des cartes bleues, etc. Mais on n'a pas le droit de se montrer les cartes. Et le but, c'est de se rapprocher le plus de cette couleur. Donc là, toi, t'as mis quelque chose de quand même très violet. Ouais. Bon, écoutez, moi, je vais essayer de mettre de la queue de cochon. Parce que toi, t'as mis quelque chose qui est 3 en toxicité. Il y a de la toxicité aussi qui rentre en jeu. Si les ingrédients sont trop toxiques, bah forcément, on va empoisonner les personnes pour qui on cuisine. C'est pas le but non plus. Donc, faut faire pas très grave, mais c'est pas l'idéal. Je pourrais mettre une grenade, je pourrais mettre carottes, ça c'est bon, pommes de terre, des clous rouillés. Mais je vais quand même essayer de mettre une queue de cochon. Donc, comme tu as fait tout à l'heure, on passe ici, hop. Et là, on va avoir la réponse. Oh, de petit noir, c'est violacé. Bah, voilà une belle saucisse. On doit avoir un minimum de 40% et on a fait bien, 49%. Donc c'est bon. Donc voilà, le jeu se résume à ça. C'est vraiment de la discussion entre les joueurs pour essayer de créer la carte. Dis-moi. Non, c'est très bien, continue, il n'y a pas de problème. Tu disais, il se résume à ça. En fait, on ne sait pas vraiment parce qu'on n'a pas fait la suite du jeu. Comme toujours, dans nos vidéos, on essaye d'avoir le meilleur avis possible. On a fait tourner le jeu, mais on n'a pas tout fini. On a envie de tout finir parce que du coup, il y a pas mal d'autres cartes qu'on ne connaît pas. Alors, j'avoue si ça se trouve, il y a des surprises. J'avoue qu'avant la vidéo, j'ai regardé un petit peu quand même pour voir. Et oui. En effet, c'est d'autres. Pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait d'autres ingrédients avec des petits pouvoirs à chaque fois qui vont se rajouter. Donc,
ça fait partie des choses qui donnent envie de continuer, d'avancer, d'avoir des nouvelles cartes dans le jeu pour rajouter vraiment du fun. Donc là, évidemment, c'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu de la catégorie Sylvain. Il faut vraiment discuter autour de la table. L'application, la petite musique qui va bien, ça crée vraiment quelque chose. Donc, et moi, je trouve l'idée complètement déjantée de s'amuser à cuisiner avec des clous, des choses comme ça. Le thème est super rigolo, tout est drôle dans ce jeu. On est vraiment dans l'OLNI, l'objet ludique non identifié. On sait pas trop où ça va, ça ressemble à rien, c'est très original. J'ai que du orange, désolé. Sur le plan ludique, c'est à vous de vous faire une idée si vous avez envie de jouer à un jeu dans lequel on scanne des dos de cartes. Tiens, voilà, des clous rouillés. Moi aussi j'ai mis des clous rouillés. Arrête, ça va être doublement rouillé. Ah, c'est très rouillé. Et ça va pas être très... Ouh, bon, c'est un peu marron. Je pense pas qu'on aura un très très bon score. Tu voulais quoi, je mette des carottes? C'est pas dans le thème. 31%. Voilà, donc là, 31 sur les 40, on n'a même pas réussi à faire notre saucisse, quoi. Escape from the Asylum, c'est le nouveau jeu de Lifesteal Board Game. C'est un nouveau jeu d'escape room. Il y en a des tonnes maintenant. Il y avait d'escape, il y avait Unlock, il y avait Exit, oui, il y avait Escape the Game. Ça donne une mode, bien sûr. Il y avait Escape the Room, Escape Book, Enfin, il y en a plein. Il y a des tonnes de jeux. Celui-ci est un petit peu différent puisque on va acheter une grosse boîte dans laquelle il y a deux petites boîtes. Partie 2, partie 1, 10 parties au total. On en a fait une pour l'instant. On va essayer de ne pas vous spoiler parce que dans ce genre de jeu, la découverte est essentielle. Le plaisir d'ouvrir les différentes enveloppes, de savoir ce qu'il se passe à l'intérieur, je pense que c'est un des plaisirs majeurs de ce type de jeu. Et en fait, tu sais très bien ce que tu dis, c'est vrai qu'il fait partie des nombreux jeux qui sortent aujourd'hui. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a un intérêt à l'acheter plutôt qu'un Unlock, ou j'ai déjà Unlock, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce qu'il y a vraiment une originalité? Aujourd'hui, moi, donc, comme tu dis, on n'a fait qu'un seul scénario. Vous voyez qu'on a des cartes qui vont nous raconter une histoire. On a différentes enveloppes qui correspondent à des pièces qu'on va devoir ouvrir avec des petites surprises à l'intérieur à chaque fois. Donc, rien que pour ça, moi, j'ai encore envie d'y jouer, de découvrir tout ce qu'il y a derrière les enveloppes. Et le fait qu'il y ait 2 boîtes, qu'il y ait 10 parties, on a un côté comme une série télé, où là, on a fini la première. C'est comme ça que le jeu a été vendu, voilà. Oui, effectivement. Nous a été vendu. C'est que... c'est presque saison 1, saison 2, avec des épisodes différents. C'est très clairement, la fin de la première partie, c'est vraiment marqué « à suivre ». Donc on a vraiment ce côté, l'épisode est terminé, on a envie de faire l'autre épisode. Donc moi, pour l'instant, je suis vraiment pris dans l'idée de continuer l'histoire, de voir comment ça va se terminer. On commence dans un asile psychiatrique, on ne sait pas ce qui nous est arrivé, on essaie de découvrir, on essaie de s'échapper. Ouais. Ça, c'est le début du premier scénario, on ne va pas aller plus loin pour l'explication de ce qu'il se passe exactement dans Escape from the Asylum. La suite du jeu, nous ne la connaissons pas, donc on ne va pas en parler davantage. On en reparlera si on fait une émission spéciale sur les différentes escape rooms. Ce qui est intéressant pour ceux qui nous regardent, c'est de savoir si les énigmes sont passionnantes. On a trouvé quelques originalités dans les énigmes avec du matériel qu'on n'avait pas encore vu à la première énigme. J'imagine qu'il y en a encore pour la suite. Ça reste des énigmes très mathématiques pour ce qu'on a vu. Pour l'instant. Donc ça plaira aux joueurs qui aiment bien faire des calculs, essayer de résoudre des petits défis mathématiques. Pour la suite, on ne sait pas. Peut-être que ça va changer complètement. Exactement, oui. Le gros plaisir qu'on a eu sur notre première partie, en tout cas, attention, regardez pas. Le gros plaisir qu'on a eu, c'est ce côté enveloppe, avec des choses à découvrir à l'intérieur, avec le matériel spécial qu'il y a dedans. Ça change un petit peu d'Unlock, par exemple, qui est peut-être le jeu que je préfère en matière d'énigmes, où les énigmes sont les plus originales de ce que j'ai vu jusqu'à présent, mais il n'y a pas ce côté physique, objet particulier qu'on va découvrir à l'intérieur, qui ici est présent. Il n'y a pas d'appli ici, c'est la grande différence avec un Unlock également. On les compare nécessairement parce que Unlock est le jeu le plus connu. Il va falloir qu'on y joue davantage, mais ce qu'on ressent tout de suite, c'est une très forte envie de continuer la partie. Moi, j'ai super envie de repartir dedans. On y a joué hier soir, et je pense qu'après cette vidéo, on se relance. C'est ça. Cluster, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà, on avait eu un peu de mal à se le procurer, maintenant on a pu l'essayer, on a plutôt bien aimé, donc on a décidé de vous en parler. Oui, pour la petite histoire, on a révisé tous nos jeux hier, les jeux qu'on prépare pour la vidéo news, pour les avoir bien en tête, les savoir bien quoi vous dire. J'avais glissé ce jeu-là sur la pile alors qu'il n'était pas prévu, mais on a eu envie de vous le montrer quand même. C'est un jeu avec des aimants. Donc c'est pas le premier qui existe, il y avait notamment Bells, j'ai souvenir de Bells, un jeu avec plein de grelots aimantés, et il fallait essayer de les attraper avec dont le principe était très différent. Moi j'ai Rattlesnake dans ma collection, où là c'est le même principe, sauf qu'il y a un plateau. Dans ce jeu-ci, il n'y a pas de plateau, on va construire le plateau en plaçant une corde, et il va falloir à son tour de jeu placer un aimant sur la table. Le joueur suivant place également un aimant, puis c'est à moi de placer un aimant, et il ne faut surtout pas que les précédents viennent se heurter, parce que si jamais on approche trop un aimant d'un autre, bah forcément... C'est le principe d'un aimant. Voilà, il se colle, et c'est perdu, donc il ne faut pas faire ça. On a le droit de déplacer la corde, ce qui va éventuellement faire bouger les autres aimants. C'est risqué.
mais on n'a pas le droit de toucher les autres aimants, évidemment. Vous avez le droit également de déplacer les autres aimants, mais uniquement en utilisant... Bon, je fais gaffe parce que je sais pas trop de quel côté est la polarisation. Montre-moi. Non, non, c'est bien. Là, comme ça, c'est parfait. On joue en mode blitz. Ah bah oui, c'est filmé, il faut être relativement rapide. On va finir le jeu. C'est possible. Égalité, on reprend une deuxième manche. Ouais. Ah, ça commence à devenir tendu. En plus, je suis sûr que ça passait. Mais à la fin, il restait dans... Ah non. Ouais, ça passe pas. C'est gagné. Ok, très bien. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une revanche. Pas dans cette vidéo. Bah non, si on n'est pas là pour jouer en boucle. C'est vrai que dans des soirées, quand on a bien aimé un jeu, allez hop, directement à la revanche. Là, on va pas jouer en boucle au même jeu. T'arrêtes de faire du bruit pendant que je parle. Je te rappelle qu'il y a du son qui est pris également. Ah, on enregistre nos voix aussi. Les gens nous entendent. Mais oui, depuis le début des vidéos. Oh, bonjour. Donc on fait une revanche, on s'affronte. Quand ça, dans la prochaine vidéo news? Dans la prochaine vidéo news, ça peut être l'occasion de se faire un défi. On fait comme si c'était pas préparé, mais on avait... C'est super préparé, évidemment, mais avant. C'est pour vous l'annoncer. Ce sera le sujet du prochain défi. On va s'affronter sur ce jeu. Donc évidemment, là, j'ai fait semblant de perdre pour que Martin se sente en confiance. Alors là, par contre, c'était pas préparé. Mais c'est parce que sinon, personne ne va s'inscrire pour moi. Ah oui, vous connaissez notre principe de concours. On va vous en reparler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Il y a la rubrique concours. On fait différentes formes de concours. Ben, le prochain, qui sera au sein de la vidéo news, sera sur Clusters. Vous pouvez vous inscrire. Comme chaque semaine, le site Philibert, le site du Passe-Temps, nous informe sur une liste de jeux qui sont sortis, qui doivent être disponibles en boutique. Nous, on se réfère sur eux parce qu'on n'a pas les informations des éditeurs toujours en temps et en heure. Barrage est sorti cette semaine. Barrage, on vous l'a présenté dans une précédente vidéo news en avant-première. C'est ça, également Conspiracy qu'on avait déjà présenté la semaine dernière. En avant-première. Terraforming Mars Turmoil, donc c'est une extension. Turmoil ou Turmoil? Ouais, je te l'ai fait confiance. Turmoil. Allez, on l'a. Donc celui-ci, on va y jouer. On aime beaucoup Terraforming Mars, comme tout le monde. Donc on achète des extensions. On y jouera. Et peut-être on vous en parlera, mais c'est une extension, donc ça s'adresse à ceux qui connaissent déjà bien le jeu, c'est pas vraiment notre priorité. On a ensuite une nouvelle version du jeu Magic Maze qui s'appelle Magic Maze on Mars. L'extension de Res Arcana, c'est un de nos jeux préférés, donc forcément on va y jouer, forcément on l'a commandé et forcément on vous en parlera. On a ensuite La Petite Mort, la course à la science. Une extension également. Il y a l'extension de Barrage qui sort en même temps que Barrage. Et enfin l'extension Contes et Mystères pour le jeu Robinson Crusoe. On enchaîne avec la rubrique festival. La semaine dernière, il n'y en avait pas eu parce que c'était plutôt calme. Donc là, on remercie comme à chaque fois le site Subverti pour ces informations. On va ratisser un peu plus large puisque on risque d'être un petit peu en vacances la semaine prochaine. Voilà, on va pas tourner avant le 6-7 janvier dans ces eaux-là. Donc la prochaine vidéo news, elle aura lieu... début janvier. Ouais, vers le 10... Je sais pas quand je la mettrai en ligne. Un vendredi aux alentours du 10 janvier. J'ai pas les dates en tête. Et donc, on a pris la liste des festivals jusqu'au 19 janvier. C'est ça. Donc, pour commencer, le 4 et 5 janvier, nous aurons les 24 heures du jeu à Saint-Clément. Le 11 et 12 janvier, cette fois, la semaine suivante, il y aura les 24 heures du jeu, mais cette fois-ci, à Cholet. 24 heures, chaud les jeux. Et enfin, le 18 et 19... Jeu de mots, j'ai compris. Chaud les jeux, chaud les... Cholet, chaud les jeux. Et enfin, 18 et 19 janvier, nous aurons la digue du jeu à Montaigu. Il y aura également le 18 et 19 janvier le festival Normandie Jeux à Rouen. Et enfin, le week-end des Nerviens à Templemars. Ou Temple-Mars. Templemars. Les gens nous corrigeront comme d'habitude. Exactement. La rubrique YouTube, c'est la rubrique dans laquelle on vous parle de ce qui se passe sur les autres chaînes. Il se passe beaucoup de choses. On regarde pas tout. On regarde tout, mais on ne parle pas de tout. Je suis pas sûr de cette intro. Elle est pas mal quand même. J'ai bien regardé ce qui s'est passé sur les différentes chaînes YouTube. Il y avait notamment la vidéo de Keylus dont on avait parlé, qu'on avait évoqué la semaine dernière, mais on ne l'avait pas encore vue pendant notre émission. Elle a été tournée par le Passe-Temps, par Simon notamment. Et il a un très très beau blouson. Il a un très beau blouson. Ils ont fait une vidéo qui est vraiment originale parce qu'il se déplace sur les lieux de Keylus. Il y a plein de choses qui sont perfectibles dans cette vidéo. Et il le dit lui-même, de toute manière, on n'est pas
tous autant que nous sommes qui faisons des chaînes YouTube, des professionnels, on n'est pas super bons dans tous les domaines, mais il y a une fraîcheur dans cette vidéo qui moi me plaît beaucoup, parce qu'ils parlent vraiment d'un jeu qui les passionne, parce qu'ils se sont amusés, ça se sent quand on regarde la vidéo. C'est exactement ça, une vraie curiosité, un vrai plaisir. Ils vont même à la fin de la vidéo, sur la 4e partie, interroger le maire de la ville pour parler. C'est génial. C'est exactement ce qui m'a plu dans cette vidéo, parce que simplement quand on la regarde, on ne sait pas ce qui va se passer dans la séquence suivante, on a des surprises, on a envie d'aller voir la suite et on la regarde entièrement. Donc c'est une vraie vidéo réussie. Qu'on a eu plaisir à regarder, que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder, que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Finalement, presque peu importe le jeu dont on parle, c'est un excellent jeu Keylus, mais ce qui nous amuse, c'est de voir des gens aussi qui prennent du plaisir en filmant et qui mettent un peu de cœur dans leur contenu. Donc ça, c'est une vraie réussite. Il y a d'autres vidéos qui sont sorties qui sont sans doute très intéressantes, mais dont on n'a pas besoin de mettre en avant parce qu'elles sont plus dans la ligne éditoriale habituelle des différentes chaînes. Et il y a également Casus Belli qui arrive sur Trick Track, donc ça c'est une bonne nouvelle. Casus Belli c'est un excellent magazine sur le jeu de rôle, donc ils vont nous faire des contenus qui sont originaux, dont on sera particulièrement bien informé, puisque c'est sur la chaîne de Trick Track, donc c'est une alliance qui est plutôt bienvenue. Donc voilà, une autre bonne nouvelle, on attend de voir les premiers contenus. Et toi, tu as vu d'autres choses sur YouTube? Non, à part la vidéo de Keylus, je suis plutôt Dailymotion en ce moment. Dans l'actualité du moment, on a également les sélections pour les différents prix ludiques, pour le Diamant d'Or d'abord. Le Diamant d'Or, c'est le prix qui est décerné pour les très gros jeux. Et ils nous ont dévoilé leur sélection des 8 meilleurs très gros jeux d'après ce jury, dont on a fait partie, dont on ne fait plus partie, mais on le regarde quand même, c'est toujours intéressant. Barrage est sélectionné, on a joué à Barrage, j'ai adoré, donc je trouve que c'est un très bon jeu qui mérite sa sélection. Maracaibo est sélectionné également, on a joué à Maracaibo, on l'a adoré, donc je trouve qu'il mérite sa sélection. Et les 6 autres, on n'y a pas joué, on n'a pas eu l'occasion, on ne les a même pas. On Mars, moi je ne l'ai pas, je pense que Jube l'a peut-être, donc peut-être qu'il y a joué, moi je ne sais pas. Chicago 1875, je ne sais pas ce que c'est. Crystal Palace, je n'y ai pas joué, il vient tout juste de sortir. Flotilla, j'en ai entendu parler, on m'a dit que c'était pas mal, mais moi je ne l'ai pas vu, donc je ne l'ai pas joué, je ne l'ai pas acheté. J'ai regardé s'il était disponible, il ne l'était pas, donc de toute façon je ne peux pas l'acheter. Trismegistus, j'ai lu la règle. C'est vraiment complexe, c'est vraiment un jeu très lourd, donc il correspond à cette sélection. Et Terramara, je me le suis acheté, mais j'ai pas encore trouvé l'occasion d'y jouer. Donc voilà, j'ai pas joué à tout, j'ai pas un avis très arrêté sur les jeux qui mériteraient de gagner. Mais on vous partage cette sélection, c'est toujours intéressant de voir les listes. Donc là, c'est une sélection et ce sera en début d'année prochaine, donc en janvier, que le prix sera décerné. C'est ça. Okay. Également, dans les récompenses, dans les nominations et récompenses, on a les Trick Track d'or qui ont été révélés. Et donc, sur le podium, on a tout d'abord It's a Wonderful World. Le grand gagnant, et c'est un peu exceptionnel qu'il gagne parce que il vient de sortir. Il vient tout juste de sortir et le public l'a déjà élu meilleur jeu de l'année. Donc est-ce que c'est le côté effet, le jeu vient de sortir, les gens le connaissent donc parlent de celui-là, ou est-ce que vraiment le jeu est très bon donc ça aide également? Historiquement, c'était pénalisant pour les jeux qui venaient de sortir. J'imagine, oui. Maintenant, c'est un vote. Donc, auparavant, il y avait les notes qui rentraient en compte. Maintenant, c'est un vote du public. Donc, peut-être que ça favorise les jeux qui viennent de sortir, qu'il y a un effet waouh de la nouveauté. Ouais. Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que It's a Wonderful World, c'est un très bon jeu. Donc, il mérite sa place, bien sûr. Il mérite sa place. On a également en deuxième position Wingspan, qui est le jeu sans doute dont on a le plus entendu parler cette année. C'était celui qui est arrivé en tête des votes de notre sélection à nous, quand on avait demandé au public de voter. C'était Wingspan qui était arrivé en tête. Et le troisième, c'est Res Arcana. Et Res Arcana, c'est un jeu qui est sorti en tout début d'année, donc il a eu le temps d'être oublié un petit peu par les joueurs qui auraient eu tendance à aller vers d'autres jeux. Le fait qu'il soit quand même troisième de cette sélection d'un public montre que, malgré tout, c'est vraiment un excellent jeu. Moi, je dirais que là, ce podium, les jeux se valent un petit peu. Évidemment, le grand gagnant, c'est It's a Wonderful World, mais comme il y a des différences de date dans les sorties, je pense qu'il faut les analyser, ces différences. En tout cas, c'est une très belle sélection. Et on enchaîne avec notre actualité, et on va commencer notamment par parler de la campagne de financement. Oui, on a lancé une opération en décembre, grand financement d'un monde de jeux pour l'année 2020, on a plein de projets, donc le maximum de financement possible nous permettra de faire le maximum de choses. On fera des choses quoi qu'il arrive, mais on a envie d'avoir un petit budget. Donc on a vendu sur ce mois les strips que je réalise pour le site Philibert, sur leur calendrier de l'Avent. On a vendu également d'autres dessins. Celui-ci, c'est une planche que j'ai réalisée pour le magazine Le Pharmacien de France. Je fais une planche tous les mois dans ce magazine-là. Et j'ai mis aussi tous les dessins que j'ai fait en fait à peu près sur le mois de décembre. Je les ai mis en vente.
Vous êtes un certain nombre à en avoir acheté, donc on s'est fait un budget, ça va nous servir à financer un peu de matériel, là c'est essentiellement du matériel qu'on finance, mais peut-être aussi nous acheter du temps, parce que le temps dont on dispose est limité, donc on l'utilise pour faire des vidéos, mais on aimerait bien en utiliser davantage, notamment le temps de montage qui nous manque. C'est comme d'habitude sur le site lesdessinateurs.com que vous pouvez acheter à n'importe quel moment un original. Et on en revient à notre Tipeee. Donc tu parlais tout à l'heure de différents paliers qui sont à essayer de franchir donc avec les différents dons qu'on reçoit. On a essayé de réfléchir à quelle somme il nous faudrait pour atteindre différents objectifs. Le premier palier, j'ai calculé scientifiquement, ça nous permet de financer nos abonnements. On a une série d'abonnements qu'on doit payer, notamment les logiciels. Les logiciels de montage, par exemple. Parce que moi je paye mes logiciels, je suis un original là-dessus. Bravo. Et quelques investissements. Ce palier-là, on l'a atteint à 92%, donc on n'est pas très loin de le remplir. Ensuite, on a un deuxième palier qui s'appelle le sac à patates. Donc cette fois, ce palier, on en est pour l'instant à 46%. Et c'est un palier qui nous permet, lui, de financer les déplacements, notamment sur les festivals. On a un troisième palier, on financera toujours les abonnements, les déplacements sur les festivals, mais en plus, on pourra se financer un petit peu pour gagner du temps libre. Donc ce troisième palier, il est atteint à 11%. On est pas très avancé pour l'instant, donc on a encore de la marge avant qu'on atteigne cette étape-là, qui est, je l'ai appelé l'étape de la stabilité, parce qu'en fait, si on arrive à ce niveau-là, notre formule, elle fonctionnera. On pourra dire qu'on peut continuer de manière pérenne la chaîne Un Monde de Jeux pendant un moment. On est à 11%, là je parle que de Tipeee, mais on va essayer d'avoir des revenus ailleurs pour accélérer ce développement-là et atteindre ce palier plutôt qu'en comptant uniquement sur nos abonnés. C'est super les abonnés parce qu'on est complètement libre avec des abonnements de tipeurs, de gens qui nous suivent. Les autres sources de financement, on est un petit peu moins libre, donc on évite de faire des choses trop contraignantes, mais il y a quand même d'autres possibilités. Et enfin, on a le dernier, donc cette fois-ci, c'est le palier du rêve, c'est le plein de patates, on en est à 5%. C'est un palier qui nous permettrait simplement de travailler vraiment officiellement sur un monde de jeu, de ne faire plus que ça. Oui, bah alors là, on l'a mis pour faire beau, on n'y croit pas du tout, mais on l'a mis quand même, parce que c'est rigolo de savoir jusqu'où on pourrait aller. La semaine dernière, on a lancé une nouvelle formule de notre rubrique concours. Vous pouvez vous inscrire soit en tenant pour Sylvain, soit en tenant pour moi. Vous avez été assez nombreux à vous inscrire, merci, j'ai tout vu. Hein. Vous avez été assez nombreux à vous inscrire, c'était très amusant, parce que ça nous a permis aussi de nous chauffer sur les réseaux sociaux. On a une team, moi j'ai ma team qui me soutient à fond, tu as ta team, en plus elles sont très équilibrées, donc je trouve ça assez sympathique. On a quasiment le même nombre de personnes qui se sont inscrites. Le concours se fait sur le jeu Miyabi, qui est un excellent jeu qu'on a présenté déjà dans une vidéo. Mais le lien, comme ça ils pourront voir. Et sur lequel on va s'affronter. On va le diffuser, mais dans une autre vidéo à part entière, consacrée uniquement au jeu Miyabi. On va réexpliquer les règles, on va s'affronter, il y aura un vainqueur. On ne le met pas dans la vidéo news parce que le jeu est trop long, on a envie de bien faire les choses. Et en fait, ces formats concours, on va le faire de deux façons différentes. Soit dans la vidéo news quand le jeu est extrêmement court et que ça rentre dans notre formule. On avait parlé par exemple tout à l'heure du jeu avec les aimants dont j'ai oublié le nom. Cluster. Cluster, c'est ça. Et donc là, ce sera un jeu que vous avez vu, une partie ça dure 2 minutes. Donc là, on pourra sans problème le faire pendant la vidéo news. Et si le jeu est plus ambitieux, plus long, il faut qu'on prenne le temps de l'expliquer, on le fait en dehors. Donc la vidéo sur Miyabi, elle va arriver très vite, dans les jours qui suivent, juste le temps de le monter. Vous pouvez profiter du formulaire qui est dans la description pour vous inscrire au prochain concours, donc il se fera sur le jeu Cluster. Ne tenez pas compte du fait que j'ai fait semblant de perdre la partie qu'on a fait aujourd'hui, c'était vraiment pour montrer le jeu, hein, ne vous inquiétez pas. Inscrivez-vous et donc à la rentrée, on fera dans la vidéo news la partie de Cluster et on fera gagner également quelque chose. On ne sait pas encore quoi. Oui, alors je pense que pour les prochaines vidéos, on annoncera d'avance ce qu'on fait gagner. Ça ne sera pas Cluster, ça sera autre chose. Mais là, on va se laisser un petit peu de temps parce qu'on se revoit début janvier. Il y a 3 semaines qui vont se passer d'ici là. On a le temps de choisir le jeu, d'en discuter, de discuter avec plein de gens. Donc on ne sait pas encore exactement. Qui sait, peut-être que d'ici là, tu vas m'offrir un cadeau de Noël qui ne me plaît pas. Et voilà, du coup, je vais le mettre en concours. C'est possible, on ne sait pas. Ok, très bien. On arrive à la fin de cette vidéo news, la 28e de l'année, la dernière de l'année. La prochaine sera diffusée en début d'année prochaine, mais d'ici là, il y aura d'autres vidéos, et notamment la vidéo de la FAQ qu'on a déjà tournée, qu'on va tourner juste après. Bah oui, avec l'ouverture des cadeaux. Oui, on n'a pas encore ouvert les cadeaux. Mais qu'on tourne là juste après, et qu'on diffusera la semaine prochaine, le temps de monter les deux. Hein. Donc on va la diffuser par contre, ce sera après Noël, donc on en profite pour vous souhaiter à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos cadeaux.
Il y aura peut-être d'autres vidéos également qui vont suivre, parce que j'en ai tourné au moins 2 autres. T'as du contenu en stock, ouais. Voilà, qu'il faut que je monte, on verra quand elles seront diffusées. Ça te laisse le temps de prendre de bonnes vacances. Moi, malheureusement, je reste tout seul. Surtout, je t'enverrai une carte postale. Bah, c'est gentil. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, laisser des commentaires, des j'aime, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, et on vous dit À bientôt. Et enfin, 18 et 19 janvier, nous aurons la digue du jeu à Montaigu. La digue du cul en revenant de Nantes. Il y a un truc aussi là. Montaigu. Alors on reprend une dernière fois. La digue du cul. Arrête.